Bonjour à tous. Je suis chef de clinique assistante dans le service du professeur Germain, qui est certes centre de référence pour les troubles du comportement alimentaire, mais qui est aussi centre de compétences dans certaines maladies rares endocriniennes, dont une que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, un peu d'histoire. Donc là, nous sommes au 3e plan de santé nationale concernant les maladies rares, donc qui prendra fin en 2022. Donc, comme vous l'avez vu, il y a 23 filières de santé maladies rares. Et en ce qui concerne l'endocrinologie, nous sommes au sein de la filière FIRENDO, qui est habilitée à prendre en charge un certain nombre de pathologies. Alors, pourquoi être organisé en filière de maladies rares? Comme vous l'avez vu au cours de ces précédents topos, afin d'améliorer la visibilité des prises en charge vis-à-vis des professionnels de santé d'abord, mais aussi vis-à-vis des patients, afin de favoriser l'accès aux soins. Le centre de compétences intervient dans le partage de connaissances avec les acteurs de santé en ambulatoire avec les patients et nous sommes sollicités dans le cadre d'expertise auprès des autres centres hospitaliers de la région et nous sommes en lien avec le centre de référence qui diffère en fonction de la pathologie, mais pour celle que je vais aborder, nous sommes en lien avec le centre de référence de Lyon. Alors, quelles sont les pathologies endocriniennes qui sont concernées à Saint-Étienne? Donc, nous avons les maladies rares de l'hypophyse, c'est le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Nous avons les troubles de la croissance et du développement, les maladies rares de la thyroïde et des récepteurs hormonaux, les pathologies rares de l'insulinosécrétion et de l'insulinosensibilité, les pathologies qui concernent le développement génital et les pathologies en lien avec le métabolisme du calcium et du phosphate. L'hypophyse est une glande qui est située au niveau de la base du crâne, qui est localisée au niveau de ce qu'on appelle la selle turcique. Elle est en lien avec les voies visuelles qui sont situées au-dessus et en lien avec les sinus phénoïdaux qui sont en avant, qui ne sont pas représentés sur ce schéma, mais qui sont en lien avec les fosses nasales. Et au-dessus de l'hypophyse, nous avons l'hypothalamus qui est impliqué dans la sécrétion de certaines hormones et qui est aussi impliqué dans la régulation de la faim notamment. Donc, l'hypophyse est le chef d'orchestre de la sécrétion des hormones au sein de l'organisme. Elle sécrète la TSH, premièrement, qui est impliquée dans le métabolisme de base, notamment. Elle sécrète l'ACTH, qui va entraîner la sécrétion de cortisol au niveau des surrénales. Le cortisol étant important dans la réponse au stress, notamment dans le maintien de la pression artérielle. Elle sécrète la prolactine, qui est une hormone qui est impliquée dans la lactation au décours d'une grossesse. Elle sécrète de l'hormone de croissance, ce qui est très important pour les enfants, mais aussi à l'âge adulte dans le cadre de la répartition masse maigre, masse grasse. Et elle sécrète la FSH et la LH qui vont intervenir au niveau des hormones de la reproduction, que sont les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme. Alors, plusieurs types de pathologies sont concernées. Les pathologies auxquelles nous avons le plus affaire sont les tumeurs neuroendocrines de l'hypophyse, anciennement appelées adénome hypophysaire. Adénome hypophysaire, ça veut dire que ce sont des tumeurs, mais à potentiel de malignité faible, c'est-à-dire que ce sont très rarement des tumeurs qui vont avoir ce qu'on appelle des métastases, à savoir des atteintes à distance. Nous avons le champ des pathologies auto-immunes avec les hypophysites qui vont entraîner une inflammation de l'hypophyse et qui vont pouvoir entraîner par la suite des déficits hormonaux. Nous avons des pathologies qui sont en lien avec des complications traumatologiques ou obstétricales. Quand il y a un accident de la voie publique avec rupture de la tige pituitaire, cela peut entraîner des déficits hormonaux. Et nous avons toutes les autres tumeurs cérébrales qui, par un effet de masse, un effet de compression
peuvent retentir sur le fonctionnement hypophysaire, et nous avons les traitements qui peuvent être donnés dans certaines pathologies tumorales, par exemple la radiothérapie, la chimiothérapie, mais aussi l'immunothérapie dans certains types de cancers qui vont avoir, par leur action, un effet sur l'hypophyse. Alors, comment est-ce qu'on découvre qu'on a un problème hypophysaire? Le premier élément, ça va être le contexte, comme je vous l'ai expliqué. S'il y a un patient qui est atteint d'une tumeur à proximité de l'hypophyse, de facto, un bilan sera organisé dans notre service afin de déterminer si oui ou non cette tumeur a un retentissement hypophysaire. Mais la plupart du temps, on découvre qu'il y a une lésion au niveau hypophysaire de manière fortuite. C'est-à-dire qu'un patient va effectuer une IRM cérébrale pour une raison, parce qu'il a des maux de tête, par exemple, ou parce qu'il a des vertiges ou une autre symptomatologie, mais qui n'a rien à voir avec l'hypophyse, et qu'on va découvrir qu'il a un kyste ou une lésion tumorale au niveau de l'hypophyse. Et puis, parfois, on peut avoir ce qu'on appelle des symptômes en faveur d'une dysrégulation hormonale. Ça va pouvoir être une dysfonction érectile, par exemple, une galactorrhée, un écoulement de lait au niveau des seins chez la femme, un hirsutisme, c'est-à-dire un excès de poils chez la femme aussi, ou des complications qui sont peu spécifiques, une asthénie, c'est-à-dire une fatigue, des modifications morphologiques, ou un syndrome polyuro-polydiptyque, c'est-à-dire le fait de boire beaucoup d'eau et d'uriner beaucoup. On peut aussi avoir des signes qui sont en faveur du volume de la lésion, mais heureusement, ces signes ne sont pas fréquents souvent et témoignent de la taille de la lésion. Par exemple, le développement de céphalées inhabituelles, des troubles visuels ou une symptomatologie de nausée ou vomissement. Comment est-ce que le patient rentre dans le parcours de soins? Donc, le plus souvent, comme vous l'avez compris, il rentre par la voie de la radiologie, c'est-à-dire qu'on lui fait une imagerie hypophysaire pour une symptomatologie qui est en lien ou n'est pas en lien avec un problème hypophysaire. On découvre la lésion au niveau de l'hypophyse. Comme cette lésion peut avoir des retentissements sur les voies visuelles qui sont situées juste au-dessus, à ce moment-là, on va demander l'expertise d'un ophtalmologue qui va réaliser ce qu'on appelle un champ visuel afin de déterminer si oui ou non il y a un retentissement visuel. En général, quand il y a un retentissement visuel, ça implique derrière une prise en charge urgente par un neurochirurgien qui va essayer d'enlever la lésion par la voie transphénoïdale. Ça veut dire qu'il va passer par le nez pour aller par endoscopie retirer cette lésion. Quand il y a prise en charge chirurgicale urgente, en général, le bilan hormonologique se fait en aval, mais sinon, ça peut être fait avant la chirurgie. Donc, notre but, c'est de déterminer si oui ou non il y a un retentissement hormonal. Est-ce que la lésion sécrète ou pas des hormones en excès, ce qui peut nécessiter des médicaments qui vont avoir à la fois un effet trophique sur la lésion, mais aussi afin de corriger certains déficits. Nous sommes en lien avec les laboratoires d'hormonologie parce que chaque laboratoire d'hormonologie utilise une trousse de dosage différente, des kits de dosage différents. Donc, c'est important de savoir avec qui on travaille et afin de pouvoir interpréter aussi certains artefacts dans les prélèvements. Et puis, nous sommes en lien avec les anatomopathologistes. Quand il y a chirurgie, le prélèvement est envoyé au laboratoire afin de dire quel type de lésion c'est. Est-ce que c'est un adénome effectivement hypophysaire? Est-ce que c'est un craniopharyngiome? Est-ce que c'est un kyste? Voilà, toutes ces questions, ce sont des questions qu'on se pose. Et quand il n'y a pas chirurgie, quand il n'y a pas traitement, mais que la lésion est très importante, parfois, il peut être décidé de commencer une radiothérapie. Quels sont les autres intervenants qui interviennent
dans le parcours de soins, donc c'est les infirmiers, en tout cas les infirmiers de notre service, connaissent les pathologies hypophysaires, elles sont habilitées et elles savent réaliser des cycles et des tests hormonaux. Ils interviennent aussi dans l'éducation du patient, notamment pour l'insuffisance surrénale, qui est une pathologie pour laquelle, si les médicaments sont arrêtés, qui peuvent entraîner un décès du patient. Les aides-soignantes aussi, qui doivent être capables de réaliser un prélèvement urinaire de bonne qualité. Et nous avons les psychologues et diététiciens, diététiciennes qui peuvent intervenir, puisque comme je vous l'ai dit, l'hypothalamus est situé l'hypophyse est située en dessous de l'hypothalamus qui intervient dans la régulation de la faim. Et certaines pathologies, dont le crânio-pharyngiome, quand il est opéré, peut entraîner des déficits au niveau de ce centre, qui peut entraîner une hyperphagie avec une prise de poids et une obésité très importante. Donc, c'est important d'être en lien aussi avec une équipe spécialisée. Dans le service, en 2021, malgré le Covid, nous avons vu environ 400 patients pour des pathologies hypophysaires. Il faut savoir que nous sommes centre de référence depuis 2015 en ce qui concerne les pathologies de l'hypophyse, et ce chiffre représente à la fois les patients que nous avons vus en consultation et en hospitalisation. Nous sommes l'unique centre de compétences dans le 42. Nous sommes en lien avec le centre de référence de Lyon. Nous avons un rôle d'expertise sur le plan médical et paramédical. Nous avons la RCP locale qui a lieu tous les premiers jeudis du mois. Et quand nous avons une question, nous nous adressons à la RCP de recours nationale. Lorsqu'un sujet pour lequel nous ne sommes pas compétents et nous avons besoin de l'expertise d'experts. Certains travaux de thèse ont été publiés concernant les pathologies de l'hypophyse, ainsi que la publication d'articles. Je vous remercie pour votre attention.